Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 2 août. Le titre du jour est « Pétrole et bancaires pèsent ». En effet, nous avons connu un mois de juillet particulièrement haussier avec un très beau rattrapage des indices européens à la suite du Brexit qui a eu lieu fin juin. Nous avons connu au mois de juillet une très belle appréciation des marchés américains. Et depuis le 1er août, depuis hier, on assiste à des prises de bénéfices. Les opérateurs sont un peu dubitatifs par rapport aux stress tests qui ont été réalisés sur les bancaires européennes. Les opérateurs sont aussi dubitatifs par rapport aux fondamentaux américains puisque vendredi, le PIB américain a été publié bien en dessous des attentes en hausse de 1,2% alors que l'on attendait 2,5% de hausse. Les marchés sont aussi déçus par le plan d'assouplissement, le stimulus de la Banque du Japon. Et en plus de cela, donc, comme on le disait il y a quelques instants, les bancaires pèsent sous le coût de prise de bénéfices. Et bien évidemment, le pétrole pèse puisque le pétrole est passé sous les $40 et perd plus de 20% depuis ses plus hauts annuels. Donc voilà, ce n'est pas la fin du monde, il n'y a pas de cataclysme, il n'y a pas d'éléments exogènes particuliers. On a connu un mois de juillet particulièrement haussier, on était sous des résistances, sous des zones de turbulence en fin de semaine dernière. Je vous ai expliqué que le CAC 40 butait toute la semaine, mercredi, jeudi, vendredi dernier, sous sa moyenne mobile à 200 séances et que sous cette moyenne mobile de moyen terme, on pouvait avoir une consolidation, voire une correction. Et c'est actuellement ce qui est en train de se mettre en place. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission. Je vous annonce que ce sera la seule émission de la semaine. En effet, je dois m'absenter pour les jours à venir. Vous me retrouverez donc à partir de lundi prochain. Lundi, nous serons le 8 août. Donc voilà, nous allons essayer de faire un point complet sur ces marchés avant mon départ. Et puis, on va faire le tour de l'actualité comme dans chaque matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, on va voir les actualités marché, macro, le palmarès action, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, à noter que le SP500 a fait un nouveau plus haut historique hier à 2183 points avant de consolider en fin de séance. Le Standard & Poor's 500 pour l'instant reste haussier dans une tendance haussière et n'a pas donné de signal. A l'inverse, le CAC 40 échoue, lui, sous sa moyenne mobile à 200 séances, à 4460 points. Il perd déjà 2% depuis le test de cette moyenne mobile de moyen-long terme en fin de semaine dernière. Le CAC 40 est sous pression, d'une part parce que les résultats d'entreprise sont un peu moins bons qu'aux États-Unis, d'autre part parce que les bancaires françaises et européennes consolident, et puis il y a aussi le pétrole qui pèse. Le Volatility Index se stabilise sur ses plus bas annuels, il est à 13,5 points, il reste très bas, synonyme d'une complaisance toujours présente sur les marchés. Néanmoins, si on voit le VIX décaler fortement depuis les cours actuels, on passerait alors d'un marché haussier, confiant, à un marché potentiellement plus turbulent, tumultueux, avec potentiellement une accélération de la baisse sur les indices européens et puis peut-être un scénario de consolidation sur les indices américains. Le pétrole WTI passe sous les $40 et ne donne aucun signe de retournement pour l'instant.
Comme je vous l'ai expliqué en fin de semaine dernière, le WTI baisse pour de nombreuses raisons. D'une part parce que la production américaine augmente, d'autre part parce que de nombreux cabinets de recherche et des banques s'attendent à une baisse de la consommation au troisième trimestre. Et puis, ces dernières semaines, on a eu aussi des stocks qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Il n'y a donc pas de raison pour que le pétrole baisse hier particulièrement, comme me le demandait Anil en début d'émission. On est tout simplement dans une tendance baissière. Les vendeurs ont la main. Il n'y a pas d'actualité qui permette au WTI de se retourner pour l'instant. Et comme je vous l'ai expliqué en fin de semaine dernière, tant qu'il n'y aura aucun signe de retournement, eh bien, il n'est pas question de parler de rebond sur les cours du pétrole. Pour que les cours du pétrole rebondissent, il faudra une belle réaction, un chandelier de retournement haussier, et pour l'instant, il n'y en a aucun. Et puis l'euro retrouve les 1,12, barrière au-dessus de laquelle il pourrait passer haussier. En effet, le dollar est délaissé depuis la fin de la semaine dernière. Le dollar a fortement reculé après le FOMC, après le PIB américain. Et donc, on a certains actifs dénominés en dollars qui en profitent, notamment les paires en dollars, l'euro-dollar, la livre-dollar, l'AUD et le NZD contre le dollar, et puis aussi les métaux précieux comme l'or et l'argent. L'or et l'argent profitent d'une part de la baisse du dollar et d'autre part de l'aversion au risque un petit peu sur les marchés, notamment les marchés européens et asiatiques. En termes d'actualité macroéconomique, le consensus Reuters s'attend à une baisse de taux en Angleterre avec une probabilité de 100% ce jeudi 4 août. La Banque centrale d'Australie a baissé son taux directeur de 0,25 points de base à 1,5% cette nuit. Le dollar australien a baissé dans un premier temps, puis il s'est repris. Unicredit pourrait considérer une augmentation de capital de 7 à 8 milliards avec une annonce fin 2016. 328 sociétés du SP500 ont publié au deuxième trimestre, 238 sont sorties au-dessus des attentes, 52 ont déçu, donc on est à peu près à 60% de sociétés qui font mieux que les attentes et seulement un sixième, donc à peu près 15% des sociétés qui déçoivent. Et puis l'Arabie Saoudite baisse les prix à destination de l'Asie, donc les prix du pétrole, alors que les producteurs US augmentent les extractions pour la 5e semaine consécutive. Donc quand vous avez d'un côté l'Arabie Saoudite qui baisse ses prix pour vendre du pétrole à l'Asie et d'autre part les Américains qui produisent de plus en plus de pétrole pour la 5e semaine consécutive, eh bien évidemment, cela fait pression sur les prix. Et c'est ce qui explique cette baisse continue des prix du pétrole depuis maintenant plusieurs semaines. Côté entreprise, Air France estime que la grève en cours lui coûtera près de 90 millions d'euros. Eurofins Scientifique voit son bénéfice augmenter de 51,3% à 93,4 millions d'euros au premier semestre. Solocal fait état d'une restructuration de sa dette et d'un résultat net en baisse de 26% au premier semestre. Le titre de la société est suspendu jusque jeudi. Morel et Prom, qui était suspendu hier, s'envole de 37% ce matin suite à une OPA de Pertamina, une société indonésienne. Commerzbank abaisse ses prévisions pour 2016, le titre perd 5% dans les premiers échanges. Et puis BMW signe un deuxième trimestre record historique avec une hausse des ventes de 6%. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a peu de titres en hausse, avec Veolia en tête des hausses à plus de 1%, mais vous voyez qu'en baisse, on a ArcelorMittal, donc les matériaux de base, on a ensuite Société Générale, AXA et BNP, donc les financières, et on a Renault dans l'automobile. Et comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, quand on a l'automobile et les bancaires dans le rouge, eh bien, c'est qu'on est plutôt dans un marché d'aversion au risque. Et quand il y a un peu d'aversion au risque, eh bien, les marchés ont tendance à consolider, voire corriger.
Côté statistiques passées, hier, on a eu l'ISM manufacturier américain qui est ressorti inférieur aux attentes à 52,6 points contre 53,1 attendus. On a eu une baisse de 2,9% des permis de construire en Australie alors qu'on attendait une hausse de 0,9%. Et puis l'Australie a baissé son taux directeur de 1,75 à 1,5%. Côté statistiques, ce jour, on a des statistiques de moyenne importance dans la matinée. Le PMI de la construction en Angleterre à 10h30, l'indice des prix à la production en zone euro à 11h. Et puis à 14h30, on aura l'indice de la consommation aux États-Unis. Ce sera la principale statistique du jour. Dans la rubrique figure graphique, j'ai choisi ce matin un triangle noté 3 sur 5 en données journalières sur l'AUD-USD. Donc vous pouvez voir que l'AUD-USD depuis à peu près fin mai est dans une dynamique haussière. On peut tracer ici une oblique qui passe par tous les plus bas depuis plusieurs semaines. L'AUD donc qui a tenu tant bien que mal sa zone de soutien la semaine dernière et qui, en ce début de semaine, a consolidé. Vous voyez que cette nuit, à cause de la baisse de taux, on est venu chercher les 0,75, puis on est reparti à la hausse. Donc, une monnaie, l'AUD ici, qui monte alors que la Banque centrale a baissé ses taux, c'est quand même la preuve d'une belle résilience de la paire. La paire est contenue dans un triangle. La borne haute du triangle, ici, vers 0,7610, correspond à peu près au cours de clôture des plus hauts de juin et de juillet. Donc au-dessus de ces 0,7610, 0,7650, on sortirait du triangle et on pourrait potentiellement voir une nouvelle vague d'appréciation se faire en direction des plus hauts d'avril à 0,78. Si au contraire le dollar venait à se raffermir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais sait-on jamais, eh bien on pourrait continuer d'évoluer dans ce triangle, voire à terme d'en sortir par le bas, mais pour en sortir par le bas, il faudrait vraiment que le dollar américain se reprenne très fortement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On va maintenant passer, comme tous les matins, sur la plateforme de CMC Markets et on va commencer par l'indice directeur américain, le S&P 500. Donc, il faut rester complètement factuel. Le S&P est haussier en données mensuelles, haussier en données hebdomadaires. Il est toujours haussier en données journalières au-dessus de la moyenne mobile à 15 séances. En cas de cassure de la moyenne mobile à 15 séances, on reviendrait vers le support ici à 2158 points, les plus bas des 15 derniers jours. Seule une cassure des 2158 points laisserait entendre que la tendance passerait de haussière à neutre, avec la possibilité de revenir vers les 2137 points, soit les anciens plus hauts historiques du SP500 datant de 2015. Donc voilà, en Europe on consolide puisque les bancaires pèsent, le pétrole pèse, l'euro qui remonte aussi pèse. Par contre, quand vous regardez le S&P 500, vous pouvez voir qu'on a fait un nouveau plus haut historique hier, qu'on consolide ce jour, mais que pour l'instant, il n'y a vraiment pas de changement de tendance. Donc si ce soir, le S&P accélère sous les 2166-2165 points, les plus bas d'hier et de ce jour à peu près, eh bien, on pourrait voir l'indice américain revenir vers les 2158 et ça pèserait alors un peu plus sur l'Europe. Ça fait une baisse de 1,5%, donc ça ferait 1,5% de plus de baisse en Europe. Ce serait une respiration légitime avant d'éventuellement reprendre la hausse. Si on casse les 2158 points, soit ce soir, soit demain ou après-demain, je ne suis pas là d'ici la fin de la semaine, je le répète. Donc voilà, je vous donne ce point-là, 2158. Tant qu'on est au-dessus, c'est aussi aux États-Unis. Si on passe dessous, la tendance passe neutre sur le SP500 et on passerait très certainement d'une respiration de marché à une correction sur les indices européens. D'ailleurs, on va les regarder, ces fameux indices européens. Voici le DAX. Donc le DAX, on avait suivi sa hausse jusque la semaine dernière et puis on avait vu que jeudi, vendredi, le DAX bloquait sous les 10 350, 10 370 points. Le DAX a ouvert avec un large gap haussier lundi. Il a touché les 10 475 points, donc il a touché ses plus hauts du mois d'avril. C'était une résistance majeure, les opérateurs ont préféré prendre des bénéfices, les bancaires qui avaient ouvert en hausse lundi suite au stress test de vendredi, eh bien, sont repartis à la baisse
et consolide depuis, et c'est ce qui pèse ainsi sur les indices européens, dont le DAX. Alors vous pouvez voir que pour l'instant, on est toujours dans une dynamique de fond haussière. Je pense que si on met les bandes de Bollinger avec une moyenne mobile à 20 séances, vous pouvez voir qu'on est bien loin des supports. Les supports journaliers, ils sont ici. Il faudrait vraiment qu'on casse la zone des 10 065 points, 10 120 points pour parler de retournement de tendance. Pour l'instant, on passe d'une tendance fortement haussière à un peu plus de neutralité à court terme. Donc si les indices américains devaient tenir leur support et que le DAX n'allait pas beaucoup plus bas, on a parlé de 0,5% de baisse supplémentaire pour que le S&P 500 revienne à 2158 points. Donc si le S&P revient vers son support, le DAX peut encore baisser un petit peu vers les 10 200 points. Puis par la suite, si la hausse reprend aux États-Unis, il y aurait une chance qu'on se stabilise en Europe, voire qu'on tente de redémarrer à la hausse. Ça, c'est l'option haussière. Maintenant, comme je viens de vous le dire en début de cette émission, on est monté tout le mois de juillet, on est au début du mois d'août, le pétrole pèse, les bancaires pèsent, donc on pourrait peut-être assister à une consolidation un peu plus profonde. Donc si les 2158 points, le support du S&P tout à l'heure devait casser, alors on pourrait connaître une accélération de la baisse sur le DAX en direction ici de la zone des 10 065, 10 100 points. Et seulement si on casse cette zone de prix, alors on parle de retournement de tendance à la baisse et de correction baissière potentielle. Donc voilà, fin juin, on a eu le Brexit, on était sur le bas du range, on est reparti à la hausse. Tout le mois de juillet, on est remonté. Début du mois d'août, on a touché le haut du range. Il est légitime que les opérateurs prennent des bénéfices. Pour l'instant, on assiste à des prises de bénéfices appuyées sur le CAC et le DAX hier et aujourd'hui. Mais vous voyez qu'aux États-Unis, ça reste une simple respiration. Donc si les États-Unis passent d'une respiration à une consolidation, l'Europe passera d'une consolidation à une correction. Si au contraire les États-Unis se stabilisent, voire repartent à la hausse, eh bien la respiration se terminera en Europe et on pourra se stabiliser. En tous les cas, pour l'instant, les vendeurs ont la main, on a touché des résistances de moyen terme, on baisse et donc pour l'instant, il n'y a aucune raison d'essayer d'attraper ce couteau qui tombe. Les vendeurs ont pris la main hier dès l'ouverture, ils ont fait de même ce matin. Et tant qu'on ne sera pas revenu sur un support tangible, tant qu'on n'aura pas respiré comme il se doit, tant qu'on n'aura pas une figure de retournement à la hausse en données 4 heures, eh bien la baisse sera potentiellement de mise en direction des supports dont on a parlé tout à l'heure. Sur le CAC 40, c'est la même chose. Mercredi, jeudi et vendredi dernier, je vous prévenais de la proximité de la moyenne mobile à 200 périodes. Jeudi dernier, j'ai publié une analyse sur le site de CMC Market qui s'appelle Zone de turbulence pour le CAC 40 où j'expliquais qu'on était sous une résistance majeure. Les baissiers ont pris la main sous cette résistance. Lundi, on est parti à la baisse. Aujourd'hui, mardi, on confirme le mouvement baissier. Le CAC 40 est en train de revenir vers les 4330, 4340 points, zone de soutien qu'il a travaillé il y a à peu près 2 semaines. Donc si les indices américains devaient rapidement se stabiliser, le CAC pourrait toucher cette zone de prix et se stabiliser lui aussi. Par contre, si les indices américains devaient passer d'une simple respiration à une consolidation, le CAC pourrait revenir vers les 4200 points, 4300 points. Donc si on voit que le mouvement baissier ne s'arrête pas, si on voit que les États-Unis accélèrent, que le pétrole continue de baisser, que l'euro casse les 1,12, que le VIX se réveille, alors il y aura des chances qu'on ne s'arrête pas ici et qu'on aille encore un cran plus bas vers la zone des 4280 points, 4300 points. Donc ça fait 1 à 1,5% de baisse potentielle. Sur le DAX, revenir vers les 10 065 points, ça fait aussi 1 à 1,5% de baisse potentielle. Tout dépendra de la consolidation aux États-Unis. Tout dépendra si on tient ou si on accélère. Et puis le VIX dont je vous parlais en début de cette émission, le voici. Vous voyez que hier, le VIX a inscrit un nouveau plus bas, puis il s'est stabilisé. Ce matin, les acheteurs
ont la main. Donc on est toujours dans une zone de complaisance, on a un VIX qui reste très faible, mais attention, on a des indices qui commencent à déraper un petit peu, et si les indices devaient accélérer dans leur consolidation et plutôt rentrer dans un marché de correction baissière, eh bien le VIX pourrait se réveiller. Vous pouvez tracer ici une oblique sur le VIX qui passe par les plus hauts d'à peu près toutes les dernières séances depuis une semaine. Vous pouvez tracer une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Si on venait à casser cette oblique haussière et les plus hauts d'hier vers 14,05, alors le VIX pourrait enchaîner un retournement de court terme et partir à la hausse. Donc tant que le VIX est sous cette oblique, les marchés sont dans une simple respiration, il n'y a pas de peur. Si le VIX accélère au-dessus des 14,05, il se retourne potentiellement à court terme et cela signifierait que les indices boursiers vont passer d'un marché de respiration à un marché de correction. Voilà donc pour les indices boursiers. Ensuite, on passe sur les actions françaises, principalement du rouge ce matin. SFR est en baisse de 4%, le titre est toujours dans une tendance baissière. Or, les titres qui sont en tendance baissière et qui sont sur leur plus bas annuel, bien évidemment, dès que les indices repartent à la baisse, ce sont les premiers qui sont vendus. Ici, vous voyez Natixis qui avait publié la semaine dernière, qui avait réussi à revenir sous une résistance. Mais cette résistance, on l'a approchée lundi et on ne l'a pas passée, donc le titre repart à la baisse. Eramet, dans les matériaux de base, a réintégré son ancien canal baissier. Et donc, vous voyez que tant qu'on est sous les 32,70 et qu'on est dans ce canal, eh bien, on peut repartir à la baisse. Crédit Agricole, comme toutes les bancaires, est sous pression. Vous voyez que le titre a échoué sous une zone de résistance hier et il baisse depuis. Renault, qui s'était bien repris au mois de juillet, rebaisse également. BNP, qui a ouvert hier à 45, revient sur sa moyenne mobile à 20 périodes. Alors vous voyez qu'on est passé d'un excès haussier à des supports très rapidement. Donc les espoirs sont permis. CGG est toujours sous pression, comme Valorec, comme l'ensemble du secteur pétrolier. Technip est sous pression et puis Total ne doit pas être très loin. Donc voilà. On a des bancaires sous pression, l'automobile sous pression, les matériaux de base et les sociétés du secteur pétrolier qui sont sous pression. Et à la hausse, on retrouve Morel et Prom, 35% de hausse suite à l'OPA de la société indonésienne sur le titre avec potentiellement une OPA à 4,20 €. On note également la belle appréciation de Parrot. Parrot, je vous en parlais il y a 2 semaines. Le titre était dans une tendance baissière majeure depuis 1 an. Il a donné un signal il y a 2 semaines. On est parti à la hausse. On est revenu tester l'oblique précédemment cassée, ce qui a renforcé le scénario haussier. Et puis, c'était mercredi dernier, on a vu ce beau chandelier de redémarrage haussier qui laissait entendre qu'à court terme, les acheteurs ont la main. C'est une très bonne chose de voir le titre Parrot ce jour prendre 7% alors que les indices sont à la baisse. Cela renforce le fait qu'un changement d'état d'esprit a bien eu lieu sur le titre. On retrouve aussi Eurofins, nouveau plus haut annuel et peut-être même nouveau plus haut historique pour ce titre qui est dans une belle tendance haussière. Voilà, donc une superbe tendance haussière depuis 2010. Vous voyez que le titre est passé de 30 à 300 €. Il a fait x10 et grâce à de bons résultats, on est sur un nouveau plus haut historique ce jour. On va passer ensuite aux matières premières. Je vais répondre à vos questions par la suite. Donc Anil me parlait du pétrole tout à l'heure, je pense que je vous ai donné les raisons de la baisse. Pour Parrot, on en avait parlé et si vous êtes dedans, je suis content pour vous. Donc Phil nous dit le WTI sous 40, c'est moins 22% depuis les plus hauts de juin. Il y a 3 puits aux États-Unis qui ont été en plus ouverts et donc on atteint un total de 374 puits aux États-Unis. Donc parce qu'on a une hausse de la production aux États-Unis, ça fait pression sur les cours. Alors on va regarder ça tout de suite. Je vais ranger par performance. Alors, le pétrole Brent.
Le pétrole Brent, le voici. On a été dans une tendance haussière du mois de février au mois de juin. On est dans une correction baissière. On était dans une consolidation en juin jusque la mi-juillet et puis on a accéléré ici sous les 45 $. Et ça voulait dire qu'on passait d'une consolidation à une correction. Vous pouvez voir que le titre est même sorti de son canal baissier par le bas, signe que les vendeurs ont la main. Vous pouvez voir que le titre est revenu sur les 42 ici sur sa moyenne mobile à 200 séances, mais qui n'a pas réussi à la tenir pour l'instant. Donc, en tout état de cause, les cours du Brent sont toujours baissiers et pourraient continuer de baisser jusqu'à nouvel ordre en direction du support des 40 $, zone de prix qui avait été travaillée ici le 18 avril. On avait eu un gap baissier, on avait pris appui sur ce seuil psychologique des 40 $ avant de partir à la hausse. Et puis comme je vous l'ai dit, tout le monde regarde la MM200 et parce que tout le monde regarde la MM200, je vous expliquais que je n'allais pas être surpris si on la cassait. Donc pour l'instant, aucun signe de rebond, le WTI est baissier. Vous n'êtes pas sans savoir que quand le pétrole est baissier, ça peut aller très vite, très bas. On se souvient de l'année 2015. Donc pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Aucune raison fondamentale de remonter. Et tant qu'il y aura une absence de signaux haussiers, eh bien, je considérerai le pétrole comme baissier. Le WTI, c'est la même chose. Canal baissier, sortie du canal baissier, petit rebond sur MM200. On est venu taper contre la borne basse du canal baissier et on est reparti à la baisse. On a cassé MM200 hier, on est toujours dessous, il n'y a aucun signe de rebond pour l'instant. Et le support prochain du WTI, comme je vous l'expliquais sur Twitter dès jeudi dernier, il est selon moi à 37,70 $. Il correspond au plus bas ici du 18 avril et ça correspond aux 40 $ sur le Brent. Donc, à moins que l'on reprenne la moyenne mobile à 200 séances et à moins qu'on repasse rapidement au-dessus des plus hauts de la séance d'hier, la tendance est baissière et on peut donc aller plus bas. Concernant les cours du coton qui sont toujours en tendance haussière et c'est une des rares matières premières à être en tendance haussière, on est toujours dans un range, on se stabilise entre support à 75,50 et résistance à 74,70. C'est un peu la même configuration que ce qu'on a eu ici au mois de juin. Si les fondamentaux le permettent et qu'on casse les 74,70, alors on pourrait connaître une nouvelle accélération haussière. Si au contraire on échoue de nouveau sur cette zone, on pourrait rester inscrit dans un range. Le soja est toujours dans une correction baissière, dans un mouvement baissier à moyen terme. Je n'ai rien de spécial à vous dire dessus pour le moment. Les cours du maïs sont toujours sous pression et inscrivent un nouveau plus bas annuel. Ils se rapprochent du support datant de 2014 à 315 cents. Donc on verra si les cours y réagissent à ce moment-là. Les bovins engraissés, c'est intéressant car c'est une des seules matières premières qui reste bien orientée à très court terme. Alors il faut dire que depuis un an, les cours des bovins engraissés sont dans une forte tendance baissière. Par contre, vous pouvez remarquer ici qu'on a un double bottom en données hebdomadaires, qu'on tente de se reprendre et qu'on pourrait être en train de casser l'oblique baissière de moyen terme. Donc en données journalières, si on arrive à s'apprécier au-dessus des plus hauts en clôture ici à 145,20, si on arrive à sortir de ce carcan de neutralité à court terme, eh bien les cours des bovins engraissés pourraient enfin connaître un retournement. Concernant les cours du jus d'orange, on a vu que la tendance haussière était amoindrie. En fin de semaine dernière, jeudi, on a clôturé sous MM20. Elle était garante de la dynamique haussière jusqu'ici. Donc vendredi, dans la foulée, on a eu un gap baissier assez fort. Puis les acheteurs se sont présentés, mais on n'est pas repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Alors si dans les séances qui viennent, on arrive violemment à repasser au-dessus de la MM20 jours, on pourrait se donner les chances de retrouver les plus hauts annuels. Par contre, attention, tant qu'on restera sous MM20, elle était garante de la hausse. Tant qu'on reste dessous, on pourrait se stabiliser à plat. Concernant les sucres, on avait vu la semaine dernière qu'ils étaient en consolidation. Et bien cela continue. On a cassé l'oblique de support sur laquelle on évoluait depuis plusieurs mois. On a fait un pullback sous cette oblique avant de repartir à la baisse. Donc pour l'instant, les vendeurs gardent la main. C'est la même chose sur le sucre blanc.
la tendance était fortement haussière et là, on est dans un mouvement correctif de court terme. Le palladium, le platinium, tous les métaux précieux sont toujours bien orientés. Donc voici le palladium. Le palladium, c'est le plus haussier des métaux précieux. Ensuite, on retrouve le platinium. Je vous en parlais jeudi dernier en vous expliquant qu'il y avait des actifs qui se faisaient beaucoup mieux que l'or et l'argent. Le platine et le palladium, depuis plusieurs semaines, s'apprécient très nettement. D'ailleurs, on va regarder l'or. L'or est dans une tendance haussière de moyen terme, l'or est dans une tendance haussière de court terme. La semaine dernière, on devait s'extraire au-dessus des 1342,45 pour valider le signal haussier donné mercredi avec le FOMC. Et donc, c'est ce qui a été le cas. Les acheteurs ont la main. L'or profite d'une part de l'aversion au risque et d'autre part de la baisse du dollar américain. Tant que les plus bas seront de plus en plus hauts sur l'or, donc tant qu'on est au-dessus des 1345,46, les plus bas des 2 dernières séances, la tendance est haussière. On pourrait donc retrouver les plus hauts annuels à 1375 et au-dessus de ce seuil, les 1400 $, seuil psychologique majeur et oblique ici qui passe par tous les plus hauts depuis plusieurs semaines. Pour que l'or accélère de la sorte, il faudrait qu'on passe d'un marché qui respire à un marché qui corrige. Et puis les cours de l'argent, c'est la même chose. On est dans un range encore à court terme. Vous voyez que ici, on a les plus hauts de mi-juillet et puis du 1er août qui sont à peu près à 20,60-65. Et donc, il faut qu'on arrive à casser les 20, 65, 70. Il faut qu'on arrive à casser cette zone-là pour sortir de la neutralité. Donc, si les marchés devaient déraper, ou si le dollar devait déraper, si on casse les 20,70, on pourrait très vite aller chercher les plus hauts annuels à 21,14, puis les plus hauts ici à 21,40, la prochaine résistance. Mais pour ça, il faut casser les 20,70. Si on ne les casse pas, on resterait dans un range. Et vous voyez que l'argent et l'or ne sont pas sur leur plus haut annuel, alors que le palladium inscrit des plus hauts annuels depuis plusieurs semaines, pratiquement tous les jours. Concernant le riz, pour finir, on s'approche des plus bas annuels, on s'approche d'une oblique qui passe par tous les plus bas de 2015 et de début 2016, donc je surveillerai cette zone de prix, mais comme d'habitude sur les matières premières, tant qu'il n'y a aucun signe de retournement haussier, eh bien il faut être prudent. Et pour finir, le blé c'est toujours le même seuil que l'on regarde, les 400 $. Pour l'instant, on a tenu les 400 $ le mois dernier. On est en tendance baissière depuis 3 ans, 4 ans maintenant. On arrive ici à une confluence entre une ligne de tendance haussière de très long terme et la tendance en baisse depuis 3 ans. Et pour l'instant, il n'y a pas de réaction particulière. Pour l'instant, on tient le support, mais pour l'instant, il n'y a pas de réaction haussière particulière, donc rien à dire ici pour le moment. Et puis pour finir, on va parler des devises. Sur les devises, le mouvement principal à noter, c'est la baisse du dollar américain. Le dollar américain a baissé mercredi dernier parce que la Fed a été relativement prudente et n'a pas parlé de hausse de taux à très court terme. Jeudi, le dollar s'était stabilisé. Et puis vendredi, avec le chiffre du PIB très mauvais, eh bien, on a fortement chuté sur le dollar américain et on est revenu sur les plus bas ici de début juillet. Alors c'est très important de regarder ce que va faire le dollar américain dans les heures, dans les séances à venir, parce qu'il se trouve ici pile poil sur ses plus bas de vendredi et les plus bas du mardi 5 juin. Si le dollar américain réussit à se stabiliser ici, eh bien, on pourrait voir l'or refluer un petit peu, on pourrait voir l'euro échouer sous les 1,12 et rester dans un range, on pourrait voir la livre rester neutre. Si par contre le dollar américain vient à casser ce support, eh bien, ça pourrait être la source de plus d'appréciation sur les paires en dollars, peut-être d'un retournement de marché à la hausse sur l'euro-dollar, donc il faudra suivre ça très attentivement. Je vais vous montrer les différentes paires en dollars. Vous voyez ici donc l'AUD-USD, l'AUD qui est sous pression puisqu'il y a une baisse de taux, mais vous voyez qu'on tient bien l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis 3 mois. Donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique, la tendance est haussière. Et puis vous pouvez tracer ici
le petit triangle que je vous ai montré dans l'introduction de cette émission. Donc c'est la sortie de ce triangle qui donnera le tempo pour la suite. Ensuite, l'euro-dollar, le voici. L'euro, donc, il a profité de la baisse du dollar ces dernières séances. Il est monté depuis mercredi dernier et il est arrivé comme ça gentiment sur le haut de son range. En effet, à 1,1190 à peu près, ce sont les plus hauts du début juillet. Donc ça correspond au niveau que je vous montrais sur le dollar il y a quelques instants. Et puis ici, les 1,12, on les avait travaillés à la mi-juillet. Donc voilà, pour l'instant, on a un rebond de court terme qui nous a fait passer de la borne basse du range à la borne haute du range. Le range, il est entre 1,0950 et 1,12. Donc si le dollar américain tient son support, l'euro-dollar resterait dans ce range et repartirait à la baisse. Par contre, attention, si le dollar américain casse son support, l'euro-dollar pourrait déborder sa résistance, valider une sortie de range par le haut et ainsi nous montrer qu'il est dans une tendance haussière de court terme avec peut-être les 1,13 à portée de main, soit la borne basse de l'ancien canal haussier dans lequel l'euro-dollar évoluait depuis le début de l'année. Même chose sur la livre. La livre est dans un petit range à court terme. Elle a profité de la baisse du dollar ces dernières séances. Par contre, vous pouvez voir que contrairement à l'euro, depuis mercredi dernier, la livre est très peu montée. La livre est toujours sous pression à cause des chiffres économiques qui baissent, à cause du Brexit notamment. Et puis, la livre est sous pression car les marchés s'attendent à une baisse de taux avec une probabilité de 100% ce jeudi. Alors, il faut faire attention à cela, car vous voyez, quand le consensus est trop sûr de lui, il faut faire attention à d'éventuelles surprises. Rappelons-nous du Brexit, où c'était pratiquement certain qu'il n'y aurait pas Brexit, et puis il a eu lieu. Ce qui explique que la livre, depuis 5 séances, soit très peu montée face au dollar, donc c'est cette perspective de baisse de taux. Mais ça ne veut pas forcément dire que la baisse de taux, si elle est effective ce jeudi, va fortement faire baisser la livre. En effet, cette baisse de taux est peut-être déjà dans les cours, les opérateurs l'ont anticipé. Donc si la BOE, la Banque d'Angleterre, baisse ses taux jeudi, ça pourrait faire pression sur la livre. Mais il faudra surveiller car on pourrait très bien baisser de 50 ou 100 points puis finir positif, ce qui montrerait alors que les opérateurs ont complètement pricé la baisse de taux et qu'elle n'aura qu'un impact faible, voire qu'elle n'aura pas d'impact une fois digérée. Donc attention, le pire n'est pas certain. Tant que la livre est au-dessus des 1,3060, eh bien il y a des espoirs haussiers puisqu'on fait des plus bas de plus en plus haut depuis le Brexit, depuis un mois. Donc voilà. Qu'une baisse de taux ce jeudi puisse faire échouer la livre sous ses plus hauts des dernières séances et la faire revenir sur ses supports, oui. Que le support casse et qu'on retrouve les plus bas annuels, pas forcément. Donc attention à un éventuel trou d'air et à une reprise haussière dans la foulée, car puisque tout le monde attend la baisse de taux, son impact pourrait ne pas être très fort si baisse de taux il y a. Et puis le NZD, tout comme l'euro, a retrouvé de sa superbe. Il a réintégré son canal haussier de moyen terme vendredi, il s'est stabilisé hier, il est toujours recherché ce matin. Si le dollar américain, bien évidemment, réagit sur son support, eh bien la hausse du NZD pourrait s'arrêter, il pourrait se mettre en pause à court terme. Si au contraire le dollar casse son support, le NZD qui est toujours très fort retrouverait peut-être ses plus hauts annuels, voire de nouveaux plus hauts annuels. Le NZD semble avoir repris de sa superbe à comparer avec la période ici autour du 15 juillet où la Banque centrale avait fait pression sur ses cours. Alors faites attention tout de même car il n'est pas dit que la Banque de Nouvelle-Zélande ne baisse pas ses taux pour suivre son homologue australien. Et si baisse de taux il y a, ça pourrait faire pression bien évidemment. Mais en tous les cas, il faut noter que quand le dollar est baissier, le NZD est la monnaie qui monte le plus dans les monnaies majeures. Donc vous avez l'euro-dollar, la livre-dollar, l'AUD-dollar, le NZD-dollar. C'est le NZD qui est actuellement le plus fort et c'est la livre qui est actuellement la plus faible. Et le destin de toutes ces paires dépendra du dollar américain qui ce matin est pile poil sur un support clé.
Et puis concernant l'USD-Yen, puisque la BOJ déçoit, eh bien le yen se renforce. Le yen en plus profite de l'aversion au risque. C'est ainsi que le yen retrouve ici les 101,50. On est dans une tendance baissière, on est sous pression, et ce tant que la Banque du Japon eh bien, ne délivre pas ce qu'attend le marché. Et concernant l'USD-CAD, l'USD-CAD, on en avait parlé, on avait vu qu'il était pile poil sur la borne de son triangle. L'USD-CAD, c'est particulier parce que l'USD est baissier, tire à la paire à la baisse, et le pétrole est baissier, et donc il tire la paire à la hausse. La sortie de triangle n'est pas très nette. On est revenu sous les 1,3150, donc on ne peut pas parler ici vraiment de tendance haussière. La situation est un petit peu complexe. Je pense qu'on pourrait limite voir cela comme un range. Il y a eu un signal haussier, il n'a pas été confirmé par la suite. Et donc on pourrait très bien garder ce range en tête sur l'USD-CAD entre 1,2670 et 1,3220. Donc si et seulement si on venait à casser les 1,3220, on pourrait avoir une nouvelle vague haussière. Pour l'instant, c'est remis à plus tard puisque les signaux de début de semaine dernière ont été invalidés en fin de semaine à cause de la baisse du dollar américain. Voilà, sur ce, on a fait le point sur ces marchés. Pour l'instant, donc, la consolidation est tout à fait légitime. On est dans un marché haussier aux États-Unis, mais on pourrait casser la moyenne mobile à 15 séances ce jour. Si tel devait être le cas, on pourrait revenir vers les 2158 points sur le S&P. Si tel devait être le cas, le CAC et le DAX pourraient encore baisser un petit peu. Ensuite, tout dépendra du S&P. Si le S&P casse les 2158 et accélère, il a 1% de baisse supplémentaire pour retrouver les anciens plus hauts historiques. Donc ça fait de 0,50 à 1,5% de baisse potentielle en Europe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si tel devait être le cas, le CAC pourrait retrouver la zone des 4280 points. Et le DAX, il est où? Le DAX, il pourrait retrouver la zone des 10 000 65 points. Donc voilà, pour l'instant on est dans des respirations appuyées en Europe, une respiration aux US. Si les US passent en consolidation, nous on sera en correction, on reviendra sur des supports journaliers, des supports forts, des supports potentiellement tangibles, et on attendra alors gentiment d'éventuelles réactions haussières pour parler de hausse. Je vous ai parlé de hausse pendant plus d'un mois. Pendant un mois on est monté, on a fait des nouveaux records aux US, on a touché la résistance majeure sur le DAX à proximité des 10 500 points hier lundi. Donc voilà, il est temps de changer son fusil d'épaule à court terme. L'Europe est dans une consolidation, les États-Unis pourraient basculer en consolidation, donc c'est la baisse qui l'emporte à court terme. Voilà, c'est la baisse qui l'emporte à court terme sur les indices. Donc rappelez-vous, les secteurs des matériaux de base, du pétrole, des bancaires et de l'automobile sont les principaux attaqués. Les titres en hausse, ce sont les rares publications d'entreprises ou les titres qui sont toujours soutenus en tendance haussière. Dans les matières premières, donc, on a vu que les pétroles étaient baissiers et que ce serait le cas jusque le nouvel ordre. Et on a vu que les métaux les métaux précieux étaient particulièrement haussiers, mais pas l'or et l'argent, plutôt le palladium et le platinium. Et puis enfin, dans les devises, on a vu ensemble que les différentes devises en dollars tenaient jusqu'ici, mais attention, le dollar touche un support, il est posé sur ses plus bas du 5 juillet et de vendredi. S'il réagit ici, on pourrait avoir un repli de toutes les paires en dollars. S'il casse ce seuil technique, alors matières premières et paires en dollars en profiteront nettement. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Je m'absente jusqu'à la fin de cette semaine pour des obligations personnelles. Et je vous retrouverai avec grand plaisir lundi prochain. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Faites attention, si le VIX décale à la hausse, il y aura de la volatilité. Les indices, quand il y a de la volatilité, ont tendance à être dans des mouvements correctifs. Ça va beaucoup plus vite que dans la hausse, donc faites bien attention.
Très bonne semaine à tous, bon appétit, bonne séance et je vous retrouve lundi prochain avec grand plaisir. Au revoir à tous.